Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Avocats, avocates, justiciers, justicières, masqués et aveugles, bienvenue dans ce nouveau numéro de Multifocus, le 15.2. Je suis le Doc et je suis ce soir accompagné de mon camarade Chapeau. Bonsoir Chapeau, comment vas-tu ? Salut tout le monde, salut le Doc, je vais bien et toi ? Eh bien parfait, ça va très bien, merci. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et en parlant de nouvelles, justement, dans ce multifocus, on va justement vous donner quelques news du cinéma et des séries télé. On en a quelques-unes qui sont assez croustillantes. On va vous faire aussi, je vous fais vous faire un petit rétrofocus toujours dans notre série du mois d'avril sur le Marvel Cinematic Universe, le fameux MCU. Eh bien justement, on vous dit nos films ou nos séries préférées sur ce fameux MCU avant de faire à la fin du mois, donc dans quelques jours finalement, notre critique de Avengers Infinity Wars et vous donner plein d'infos sur le MCU. Et bien là justement, je vais revenir donc comme rétrofocus, je vais revenir sur la série Netflix Daredevil, la saison 1. Plus précisément. Et puis ensuite, Chapeau, tu nous feras un micro-focus sur un Kesako, sur le compositing, un domaine de la post-production que tu connais assez bien, mon petit doigt m'a dit. Je connais très bien. Et pour cause, on le dit, on lève le voile, ça va ? Ouais, bon, c'est ton boulot. C'est mon travail, c'est ça. Exactement. Bon, c'est parti. On attaque sans plus attendre notre multifocus, notre nouvelle émission, et avec les news. Et c'est toi d'ailleurs, mon petit Chapeau, qui va commencer avec une première news, et nous t'écoutons. Ouais, une première news bien croustillante sur la série Amazon, Le Seigneur des Anneaux. Ah, on a quelques infos. On en sait plus. On a quelques infos, notamment sur le budget. Alors, je vais commencer par vous parler effectivement du budget. Alors, des gros sous. Voilà, je vais vous parler d'abord de The Crown, qui est une série Netflix et qui a été considérée pendant un certain temps comme la série la plus chère, parce que un épisode de la série coûtait pas moins de 13 millions de dollars. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, supplombé par la série HBO Game of Thrones, où un épisode coûtait 15 millions de dollars. Allons-y. Ce qui est encore plus gros. Et là où c'est plus fort, j'ai bien dit, c'est que déjà, Le Seigneur des Anneaux, pour obtenir la licence, Amazon a dû payer 250 millions de dollars, juste pour la licence. Aux ayants droit de Tolkien, etc. Et New Line, c'est ça. C'est ça. Et en plus de ça, pour sa série, qui, autre info, va compter 5 saisons. Il prévoit 5 saisons pour la faire. Et le total du budget s'élèverait, en tout cas, Amazon est prêt à payer jusqu'à 1 milliard de dollars. 1 milliard. Ça fait quand même une somme énorme. Ouais, ce serait la série la plus chère qui ait jamais été réalisée. Faut dire qu'il se lance dans un pari très risqué. Déjà, de base. Oui. Alors, on a d'autres infos aussi, c'est que il devrait... je crois que c'est dans le contrat, c'est qu'il devrait s'engager à entamer la production d'ici dans les 2 ans qui arrivent. D'accord. Ce qui paraît assez court, sachant tous les personnages à caster, les décors à mettre en place, les costumes, tout ça avant de démarrer le scénario le tournage, le scénario et tout ça. Donc 2 ans, ça paraît un peu juste. Donc ça fait un peu peur en fait, mais bon, on verra bien. Et du coup, une autre info, c'est que l'histoire se passerait juste avant le premier tome de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, donc la communauté de l'anneau. Après, à savoir si ça se passe aussi avant Bilbo ou entre Bilbo et le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas.
Voilà, sachant quand même que Tolkien avait écrit sur tout ce qui s'était passé avant, j'entends le Silmarillion, etc. Enfin, toutes ces nouvelles et romans qu'il avait écrits aussi sur les origines de l'anneau, etc. Enfin, voilà, tout ce monde incroyable qu'il avait inventé. Il y a quand même du biscuit pour Amazon pour aller piocher des histoires là-dedans. Ouais. Et on sait aussi que il y aura pas Peter Jackson aux commandes. Ouais. Par contre, il y a eu des discussions entre Amazon et son avocat, et l'avocat de Peter Jackson. D'accord. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce qu'il sera consultant? Est-ce qu'ils auront le droit d'exploiter des décors, des choses comme ça? Vous aurez les informations dans un prochain épisode, car nous ne les avons pas, les informations. Non, mais dès qu'on en a, on essaiera de vous en donner, bien évidemment. Oui. Ça marche. Eh ben, merci pour ces infos croustillantes, ce point Seigneur des Anneaux, la série. Merci bien. Alors moi je vais vous parler petite news. Alors pour les on sort du domaine des séries. Moi je vais vous parler de Stanley Kubrick. Alors non, il va pas sortir un nouveau film. Pourtant, qu'est-ce qu'on aimerait. Mais non, il va y avoir un documentaire qui va sortir et on a eu le premier trailer il y a quelques heures à l'heure où je vous parle. Trailer d'un documentaire qui est réalisé par Léon Vitali. Alors ça vous dit probablement rien, même très certainement rien, mais en fait c'était au départ un acteur qui a joué donc dans les films de Stanley Kubrick et notamment dans Barry Lyndon qui faisait le rôle de Lord Bullingdon dans l'incroyable film Barry Lyndon. Pareil, si on avait le temps, on vous en parlerait, l'éclairage à la bougie, etc. Donc cet acteur est devenu progressivement ami déjà avec Stanley Kubrick et il est devenu progressivement ou surtout son bras droit. Et il a commencé à faire énormément de choses avec Kubrick, et pas que des rôles, justement, puisqu'il faisait directeur de casting, coach d'acteur, ingénieur du son, il a fait plein de... Pardon ? Il a fait Non, il a fait énormément de choses, du coup, avec l'ami Stanley. Et du coup, il a décidé d'en faire un documentaire et de raconter justement Kubrick vu de l'intérieur, vu des coulisses. Ce génie du cinéma, pour moi, c'est un des plus grands du cinéma. Voilà, il n'a pas fait beaucoup de films, mais les films qu'il a fait, c'est juste des merveilles à chaque fois. Donc voilà, ce documentaire qui va s'appeler Filmworker va sortir au cinéma, enfin en tout cas au cinéma américain pour l'instant. Je ne sais pas si on l'aura en France, j'espère. Eh bien, ça va sortir le 11 mai. Voilà, donc, et on a eu un premier trailer, je vous mettrai le lien YouTube dans les notes de l'émission du trailer de ce documentaire sur Kubrick qui s'appelle Filmworker, donc je vous rappelle qu'il a été fait par Léon Vitali. Voilà. Donc ça va, voilà, je suis tout excité parce que ça, à mon avis, ça va être un truc incroyable. Voilà pour les cinéphiles, en tout cas voilà pour ma news, donc à guetter de près. Dernière news pour toi, mon petit chapeau. Ouais, dernière news, c'est un dessin animé que pas mal attendent, je pense. Il s'agit de Dragon 3. On a enfin d'autres nouvelles de Dragon 3. Alors, Dragon, rappelons-le, c'est un film d'animation de DreamWorks. Le premier étant sorti le 31 mars 2010, et le second le 22 juillet 2014. Alors, ça parle de Harold, de l'histoire de Harold et Croque-Mou, donc un viking qui fait la rencontre, on va dire, d'un dragon. Ils deviennent potes et ils vont faire des aventures ensemble. Et du coup, Dragon 3 a eu, pouf, comme ça, genre du jour au lendemain, une date de sortie qui sera le 1er mars 2019 aux USA, donc on connaît pas encore la date française.
Mais voilà, elle est tombée en disant le 1er mars 2019, il sortira au cinéma aux USA. Dans un an, quoi. Ouais. Il faut savoir aussi que le réalisateur, donc Dean Desblois, a réussi à convaincre le patron de DreamWorks Ouais. de s'arrêter à Dragon 3, parce qu'en fait il était prévu aussi un Dragon 4, Ouais. un quatrième volet, et du coup il a réussi à le convaincre de s'arrêter au 3 pour faire une trilogie. Sachant qu'il y a déjà une série en plus. Sachant qu'il y a déjà 2 séries en plus. 2 séries, d'accord. Ouais. Il y a 2 séries Dragon. Ok. Bah, c'est vrai que le 2 déjà était assez incroyable. Au Ouais. niveau technique, c'était voilà, au niveau animation, etc., c'était un truc de malade quand même. Ah bah, Donc, à l'époque il était ouf, c'était un des grands films de DreamWorks. ouais. Donc Dragon 3, voilà, dans un an aux Ouais. États-Unis et en général ça suit. Puis c'est la Oui. machine à cash quand même ce genre de truc. Donc Oui. ça marche bien. Parfait. Bah merci mon petit chapeau. Mais de rien. Bon, et bien on continue donc notre exploration du MCU avec nos préférences. Et donc je vais vous parler dans le rétrofocus qui arrive de Daredevil saison 1. Donc Daredevil, la série de Netflix, et je veux vous parler surtout de la première saison. Donc à savoir quand même que ça fait partie de tout un groupe de séries, ce Daredevil. Il y a aussi donc Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et les Defenders qui vient réunir tous ces 4 super-héros. Mais là, ça a été la première saison de Daredevil, ça a vraiment démarré en fait ce package de séries Netflix. Et ça a été vraiment une série coup de poing dans les 2 sens du terme. Voilà, alors, je vous fais un rapide synopsis. Qu'est-ce que c'est que Daredevil pour ceux qui ne connaissent pas? Donc Matt Murdock, c'est un jeune avocat qui, à l'âge de 9 ans, a perdu la vue à cause d'un accident de camion avec produits chimiques à l'appui. Mais il a développé ses 4 autres sens, voire plus. Peut-être un 6e sens en plus. Les amis des Chevaliers du Zodiaque ne me contrediront pas. Mais en tout cas, voilà, il a développé à l'extrême donc ses autres sens et il s'improvise donc justicier la nuit alors qu'il est donc avocat le jour pour presque des causes perdues. Enfin, en tout cas, des gens dans le besoin. Il va pas défendre des richissimes patrons de start-up ou de grandes entreprises. Mais voilà, il est dans son quartier de Hell's Kitchen, donc qui est un quartier de New York, et il va être sur le chemin d'un grand promoteur immobilier qui s'appelle Wilson Fisk, plus connu dans les comics sous le nom de Kingpin, le caïd. Pour ma part, j'ai vraiment adoré cette série. Je m'attendais à bien pire avec le film qu'on avait eu avec Ben Affleck, qui était ben affligeant, si je peux faire un jeu de mots absolument ridicule. Mais non, le film était absolument naze. Mais là, d'en faire une série, je trouve que ça colle très très bien avec le format comics. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est justement le fait que ce soit une série Netflix, vu que Netflix n'est pas dans les canons de 52 minutes pile poil à 20 secondes près ou ce genre de choses. Là, les longueurs sont variables, on va dire. Il va y avoir des épisodes entre 30-35 minutes et puis d'autres qui vont durer peut-être un poil plus d'une heure. Mais suivant justement ce qu'il y a à dire pour éviter soit les répétitions, soit les longueurs, soit les raccourcis, histoire de mettre du contenu à mort dans l'épisode. Donc c'est ça que je trouve intéressant aussi dans les séries Netflix et surtout dans celle-ci. Mais entre autres aussi parce que c'est une série de super-héros réaliste. Alors réaliste dans le sens, bien évidemment, vous allez me dire, attends, fout de notre gueule, il n'y a pas de super-héros en vrai. Non, je suis d'accord avec vous. Mais
C'est bien, je fais les questions et les réponses, hein, mais en fait, c'est le fait que, des détails à la con, c'est-à-dire que, par exemple, les personnages se déplacent à pied. Ils se téléportent pas d'un endroit à un autre, ils ont pas des super bottes, des super fusées sous les godasses, à la Iron Man. Ils ont pas un marteau, magique, qui les fait, gicler d'un endroit à un autre et cetera. Non, on est presque dans du Batman, de Nolan sans les gadgets, presque. C'est des mecs au chômage, mais avec des super pouvoirs en fait. Alors, pas loin. Non, ils sont pas au chômage puisque Oui, non, mais- il est avocat. Mais quand même, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est presque des gens qu'on pourrait côtoyer dans la rue. Tony Stark, non, même si Elon Musk veut s'en rapprocher, mais Elon Musk, Tony Stark n'existe pas. Voilà, alors que un Matt Murdock pourrait presque exister. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment euh, euh, penser à ça, quoi. On est vraiment dans ce côté réaliste là. Quand ils se prennent des nions, quand ils se prennent des tannés, ils souffrent pour de vrai. Enfin, je veux dire, ils saignent vraiment. C'est pas juste une petite égratignure, et c'est surtout l'armure qu'on a pris un coup dans la carcasse. Ouais, on a peur pour eux, quoi. Enfin, C'est ça, et on a peur et on a mal pour eux. Ils ont en plus, enfin au début justement dans la saison 1 de Daredevil, justement Daredevil déjà n'a pas forcément son nom dès le début, trouve pas son nom comme ça, youpi, sous une frite, mais il va construire son personnage de Daredevil, et c'est presque les journaux et les gens de Hell's Kitchen qui vont dire mais c'est le diable de Hell's Kitchen, c'est le diable, voilà, et c'est Daredevil. Donc c'est un nom qui vient du peuple, enfin voilà, de côté populaire. Et puis au début, il a surtout son costume qui est un peu bricolo, quoi. Il est en noir, il s'habille avec un legging noir, un t-shirt noir, et puis il a un foulard noir au niveau des yeux pour pas qu'on le reconnaisse, mais pour pas qu'on fasse le lien avec l'avocat Matt Murdock. Mais sinon, c'est tout. Et ça me fait penser un peu au début ouais. de Spider-Man aussi. Alors oui, il y a un peu ce côté-là, mais sauf que Spider-Man vire vite avec, dans les films, il va vite avec un costume, Oui. pas forcément high-tech comme dans le dernier, mais en tout cas, voilà, avec un costume, avec un lance-toile, etc. Voilà, le costume emblématique. Là, justement, il garde quasiment jusqu'au bout de la saison, jusque dans les derniers épisodes de la saison, justement, ce costume presque amateur, on va dire, et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Et alors par contre, ça fait appel à une série justement de comics fait par Frank Miller, le grand le grand auteur de BD Frank Miller, notamment 300, etc., et Sin City. Et qui a fait pas mal d'aventures de Daredevil qui sont, enfin je vous les recommande, c'est les rares comics que j'ai pu lire comme ça, et c'est un régal, vraiment c'est un régal au niveau visuel et au niveau histoire, c'est vraiment incroyable. Et donc là voilà, c'est un rappel justement de ses origines, en tout cas Frank Milleresque, et je trouve ça vraiment intéressant. Et puis aussi au niveau de son apprentissage, il va se prendre des nions dans la tronche. Justement, il va vraiment galérer à devenir un justicier, un vigilante, comme on dit en anglais. Alors il y a aussi dans le côté réaliste, et je terminerai là sur ce point réaliste, c'est que le rythme reste quand même posé. C'est-à-dire, il est calme. On n'est pas dans une série totalement excitée où ça pète partout, ou à la film d'action presque comme les films du MCU. Là, on est sur un truc très calme, très réfléchi, et en même temps avec de l'action, avec des scènes d'action qui sont chorégraphiées de manière absolument incroyable. Mais j'y reviendrai après. Au niveau des personnages, le casting est très bien fait. C'est-à-dire que Matt Murdock, Charlie Cox qui fait justement Matt Murdock Daredevil, acteur anglais qu'on a pu notamment voir dernièrement dans Une merveilleuse histoire du temps, l'histoire de Stephen Hawking. Il est excellent, il est très juste dans son interprétation, et ça fait plaisir à voir. Il y a alors là mention plus avec félicitations du jury pour le grand méchant, donc le fameux Wilson Fisk, qui est joué par
l'inénarrable Vincent D'Onofrio, qu'on a pu voir notamment, justement, je parlais de Kubrick, c'est lui qui fait la baleine dans Full Metal Jacket. Et là, il campe un méchant, mais qui est, mon Dieu, au niveau du Joker interprété par Heath Ledger dans les films de Batman de Nolan. C'est-à-dire... Ouais. Ah oui, non, il est phénoménal là-dedans, D'Onofrio, parce que on sait que c'est un salaud, on voit que c'est un salaud de la mafia, de la pègre, etc. Enfin voilà, que c'est vraiment une ordure, et en plus psychopathe avec une histoire familiale assez sanguignolante. Je vous en dévoile pas trop, parce que si vous n'avez pas vu la série, c'est intéressant à découvrir. On arrive à avoir de l'empathie pour ce personnage, et limite des fois à le trouver gentil, et à se dire mais le pauvre, je vais le serrer dans mes bras, je vais lui faire un câlin, ça va aller mieux. Tellement il joue bien, et tellement il est incroyable. Et justement, on a de la peine pour ce garçon, enfin pour ce mec, et après il va faire une saloperie, mais des horreurs. Mais voilà, donc c'est là où est tout le brio de l'interprétation de D'Onofrio. Et en plus des deux personnages principaux de cette première saison, il y a les personnages secondaires, donc l'autre avocat, l'associé de Matt Murdock, Foggy Nelson. Il y a leur secrétaire qu'ils embauchent, Karen Page. Elle est incroyable au début. C'est vraiment une révélation pour cette actrice. Elle est toute menue au début, et elle va prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a aussi l'infirmière Claire Temple, qu'on va retrouver dans tous les autres épisodes aussi des autres séries Netflix, les Luke Cage, etc. Voilà, enfin. Je vous parlerai des crossovers, enfin des croisements avec les séries une autre fois, mais en tout cas, voilà, les personnages secondaires, justement, ils vont avoir de plus en plus de profondeur. Plus la série va avancer, plus la saison et la série va avancer, plus ils vont prendre d'importance et de profondeur. Donc, justement, le format série, je trouve qu'il est vachement intéressant parce qu'il est très très bien exploité là-dedans pour justement tous les rôles, et notamment les seconds rôles qui vont vraiment gagner en épaisseur et en mystère et en intrigue, et c'est vraiment super. Donc je vous parlais justement de la violence tout à l'heure. Alors faut savoir que là, Daredevil, la saison 1, c'est vraiment une série qui est violente. Alors pas non plus, on n'est pas dans de la castagne tout le temps et de la tripaille qui dégouline, mais on a beaucoup de scènes de combat, on a beaucoup de scènes de violence psychologique aussi, donc notamment je vous en parlais avec Wilson Fisk. Mais les combats, même s'ils sont, ils sont quand même sanguignolants et quand même très crus au niveau des coups, etc. Ils sont extrêmement bien filmés et extrêmement bien chorégraphiés et orchestrés. Presque, on se croirait des fois dans un film d'arts martiaux chinois à la Crouching Tiger, là, and the Hidden Dragon, là non, c'est pas le bon titre, mais Tigre et Dragon. Ah. Et notamment, il y a une scène qui est dans les premiers épisodes, alors j'ai plus noté le nom de l'épisode ni le numéro, mais il y a un moment, un combat qui se passe dans un couloir d'immeuble où Daredevil entre. Il y a des ennemis de partout, dans tous les appartements qui composent ce couloir, et il va avancer dans ce couloir et on va avoir un plan séquence. Alors on est d'accord, c'est un faux plan séquence, hein. Si on regarde bien, on voit les coupures, mais c'est très très bien fait. Et ces combats durent, je sais pas, quelque chose comme 10 minutes. On a un plan de séquence de 8 minutes, allez, 8 minutes pour pas vous mentir, mais c'est hallucinant et c'est tout comme si c'était un plan séquence, et c'est extrêmement bien filmé, extrêmement bien chorégraphié, et on s'ennuie pas. C'est pas un combat où on se dit bon allez encore un. Non, là on se dit mais il y en a encore, et on voit Daredevil qui en prend plein la gueule, qui souffre, qui a du mal à récupérer, et il y a encore des ennemis qui arrivent, et il recogne, et il se reprend des coups, et il recogne, et ça recommence.
mais on est essoufflé à la fin de la scène. Mais c'est vraiment, mais non, mais c'est juste, cette scène est vraiment hallucinante. C'est pas la seule, mais c'est vrai que celle-là est quand même emblématique. Voilà, et donc du coup, voilà, c'est ce genre de choses qui vont amener justement ce dont je vous parlais au début, du réalisme de la série. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est vraiment réussi. Et donc, du coup, ça légitime la violence en quelque sorte, et elle n'est pas gratuite. Voilà, c'est vraiment une violence nécessaire, j'ai envie de dire, et pour le côté action, et aussi pour le côté esthétisme justement des chorégraphies des combats, mais aussi pour justement le côté psychologique des personnages aussi, voir comment ils en chient, voir comment là où ils arrivent et pourquoi ils arrivent là, pourquoi ils arrivent à penser ça, pourquoi ils arrivent à faire ces genres de choses. Et vraiment, justement, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas de la violence gratuite. Donc c'est pour ça que la série est vraiment très très bien écrite, très très bien ciselée au niveau de sa Bible et au niveau justement de pourquoi ils en ont fait une série violente. Alors au niveau visuel aussi, donc comme je vous disais, il y a vraiment une grosse influence de Frank Miller, qui est d'ailleurs coproducteur, qui avait été aussi coproducteur et réalisateur de 300, enfin coproducteur de Sin City, si je ne dis pas de bêtises, mais j'espère que j'en dis pas, hein, voilà. Je pense que je vais avoir 2-3 commentaires si je dis une grosse connerie. C'est pas impossible. Mais en tout cas, voilà, il est coproducteur de la série, donc on sent vraiment son influence au niveau justement de tout ce qui est travail de la lumière, parce que il aime beaucoup travailler en noir et blanc, Frank Miller, ou en tout cas dans des teintes comme ça, très clair-obscur. On est dans cette ambiance clair-obscur, clairement, si vous me passez le jeu de mots, dans Daredevil saison 1. Et puis aussi, donc au niveau de la psychologie des personnages, vraiment, on est vraiment là-dedans aussi dans du côté Miller. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette série, c'est qu'il n'y a pas de fan service. C'est-à-dire que dans beaucoup de films du Marvel Cinematic Universe, voire dans quasiment tous, on a du fan service. Donc des clins d'œil, des gros clins d'œil appuyés, du gros gag un peu lourd de temps en temps, ou ce genre de choses, ou des pauses, ou des choses comme ça. Là, justement, on n'est pas du tout là-dedans, même s'il y a des petits clins d'œil, justement, pour raccrocher avec le MCU. Donc on va avoir parce que normalement, la série est censée débuter juste après les incidents de New York qui se passent dans le premier Avengers. Donc on a justement des clins d'œil, enfin des références en tout cas, en disant vous avez vu ce qui s'est passé à New York, vous avez vu le bordel avec ces extraterrestres, etc. Et puis ce groupe de super-héros, machin bidule. On a de temps en temps des petits trucs comme ça, mais pas plus que ça. On a bien évidemment, comme je vous disais, des liens, des passerelles avec les autres séries Netflix pour arriver justement aux Defenders, mais ça reste quand même light. On reste quand même sur les personnages principaux à chaque série. Alors contrairement à moi, il n'y a pas dans la série, il y a quand même très très peu de bavardage inutile, et ça fait du bien aussi. C'est pas une série qui blablate pour blablater. On va à l'essentiel, et s'il n'y a rien à dire et qu'il y a à ressentir, les images parlent d'elles-mêmes. Et ça, c'est agréable. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que... Pardon ? Tout n'est pas expliqué comme dans certains films, où genre, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, c'est vraiment que par les images. C'est ça. Ok. C'est ça, exactement. Il dit pas, oh là là, j'ai besoin de repos, je crois qu'il va falloir que je me fasse une introspection, etc. Non, on n'a pas ce côté blabla, quoi. Ce côté perte de temps ou explication pour les plus cons du fond qui n'ont pas bien compris. Et dernier point aussi que j'adore, et en général j'aime bien faire attention à ce genre de choses, c'est le générique. Le générique de la série est vraiment une merveille. On voit tout un tas d'objets en 3D, on va dire. On a la représentation de la justice, cette femme aveugle, justement, bien vu pour Daredevil avocat, femme aveugle avec une balance, qui va apparaître sous une coulée de sang. On a la ville de New York, justement, qui va aussi apparaître sous une coulée de sang, comme s'il y avait, justement, comme si le sang dessinait les différents objets, les différentes
chose qui caractérise le générique et qui caractérise la série, et notamment à la fin, on termine sur, je vous spoil le générique, mon Dieu, quelle horreur, sur la tête de Daredevil avec ses petites cornes, justement qui se modélise comme s'il y avait de la cire ou du sang, justement, qui coulait dessus, et à ce moment-là, on le voit comme si c'était invisible au départ et que ça se révélait là-dessous. Et le générique, enfin voilà, c'est assez difficile à décrire, mais en tout cas, le générique est comme ça, avec une super musique. Et en général, d'ailleurs, dans les séries Marvel, Netflix, les génériques sont assez bien foutus. Là, j'ai terminé Jessica Jones, la 2e saison, et pareil, il y a un style graphique, il y a une patte, il y a une musique vraiment intéressante qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas justement... On n'est pas dans les cuivres, dans les cuivres et les percussions, on n'est pas dans du super-héros, youpi, tralala, avec la cape et l'armure. On est vraiment dans quelque chose de... populaire, d'humain, voilà, de réaliste, vraiment, hein, c'est vraiment le mot qui caractérise les séries Netflix et notamment Daredevil. Voilà. Donc je vous disais que j'allais pas parler de la saison 2 parce que je la trouve un peu plus bavarde, moins dynamique. On est plus sur le sur l'aspect avocat de Matt Murdock. De Daredevil, même s'il y a des personnages, je pense que justement la saison 2 met l'accent sur les personnages secondaires, comme on a l'apparition du Punisher, qui a sa série à lui tout seul, les personnages justement de Foggy Nelson, de Karen Page, de Claire Temple, et la fameuse Elektra aussi, qui va prendre plus d'importance. Donc là on est plus dans la saison 2 dans comment Matt Murdock arrive à manager son histoire d'avocat avec de faire les deux activités, justicier et avocat, et comment il arrive à manier les deux, et on voit qu'il s'en mêle un peu les pinceaux. Et puis les personnages secondaires qui prennent vraiment de l'importance. Et en plus, on a l'introduction du fantastique avec la main, je ne vous en dis pas plus, et qui va introduire notamment les Defenders. Voilà. Donc vous l'aurez compris, je suis très 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 grand fan de cette série Daredevil. J'attends la saison 3 avec impatience, qui devrait pas tarder, je crois. Il y a eu des annonces comme quoi ça allait pas tarder. Donc tant mieux. Mais je vous parlerai, je pense, un peu plus des différentes séries qui composent le MCU, justement dans la grosse émission qu'on va faire à la fin du mois. Voilà pour ma saison 1 de Daredevil, la série de Netflix que je vous encourage extrêmement fortement, vous l'aurez compris. Je vous encourage à la regarder si vous ne la connaissez pas. Voilà pour moi. Et ben c'est parti, on va pouvoir terminer cette émission avec le micro-focus sur le Kesako, sur ton Kesako, sur le compositing. Donc chapeau, parle-nous de ton métier, parle-nous du compositing. On t'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est le compositing ? Alors déjà, je trouve, c'est un peu difficile à expliquer, et quand j'explique aux gens, en général, ils comprennent pas. Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement difficile, et c'est, je pense, plus visuel, il faudrait le voir. Mais quand même, je vais tenter le tout pour le tout. Qu'est-ce que c'est le compositing ? En fait, c'est dans une production de cinéma d'animation 3D, mais pas que en vrai, puisque je dis ça parce que c'est là-dedans que je travaille, mais tout ce qui est dans les réalisations film, live, donc filmé en prise de vue réelle, c'est l'étape avant le montage qui va servir à incruster tout ce qui est virtuel. Donc par exemple, on a un décor, on va prendre par exemple ce qui revient le plus souvent, la ville de New York, en bon état, et on veut la fracasser. Donc, pour la fracasser, il y a des effets spéciaux. Donc ça, c'est une des étapes avant nous. Les effets spéciaux qui font se détruire les immeubles et tout ça. Ouais. Et nous, on doit incruster ces effets spéciaux sur le décor réel. Donc en fait, le compositing, ou la composition en français, mais enfin c'est toujours le compositing qui est utilisé,
c'est mélanger, on va dire, plusieurs sources, plusieurs calques d'images. Plusieurs couches, ouais. Enfin, plusieurs couches d'images pour les assembler et pour créer l'image finale, en fait. Donc tout ce qui est la fumée que vous voyez, par exemple, je sais pas, la fumée d'un volcan, par exemple, c'est nous qui allons la rajouter. C'est pas vous qui l'a créé, mais en tout cas vous l'avez rajouté. Voilà, on l'a créé. Non, on l'a créé pas, pardon. On la rajoute et on fait en sorte que visuellement elle corresponde à l'ambiance lumineuse du plan, qu'elle soit incrustée dedans. Parce que c'est possible de la recevoir et qu'elle soit pas bien intégrée. Et en fait, notre boulot, c'est d'intégrer cette fumée. Donc, qu'elle n'ait pas la bonne couleur, qu'elle n'ait pas forcément les bons éclairages, qu'elle n'ait pas... C'est ça. En fait, il faut quand même qu'elle ait la bonne direction de lumière. Mais il y a toujours du grading à faire, donc c'est-à-dire de la correction d'intensité lumineuse ou de couleur, tout ça. Donc c'est vraiment prendre tous les rendus des départements d'avant, donc que ce soit prise de vue réelle et 3D. Choses animées, enfin voilà, on avait parlé de l'animation. Voilà. S'il y a un monstre incrusté au milieu de la ville de New York qui se défonce, voilà. Exactement, donc on va prendre toutes les ressources des départements d'avant pour en faire une image, donc tout mélanger dans cette image, enfin tout recréer dans cette image, et pour en faire une image homogène et cohérente. Oui, et donc justement tout ce qui est fond vert aussi. Oui, entre autres. Les fonds verts, on va détourer, on va virer le fond vert et on va mettre tout ce qu'on a besoin derrière. Ok, ouais, donc mettre tous les éléments qui composent une image incroyable. Ouais, en fait. C'est vraiment la compositing, la recomposition de l'image, un peu comme un Lego, on va dire. Un Lego virtuel, mais avec des images. C'est très, très vulgarisé, mais... Ok, tu pourras peut-être nous donner des liens, peut-être des vidéos de ce qu'on appelle des breakdowns. Oui, et d'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure de quelqu'un qui explique très bien ce qu'est le compositing. Il le montre en image. Ouais. Cette vidéo peut être intéressante. Et je mettrai aussi des liens de breakdown si possible. Voilà, pour voir vraiment le travail du compositeur, comme on appelle ça. Pas du compositeur de musique, mais compositeur d'image, en fait. Et oui, c'est ça. Parfait, très bien, merci beaucoup. Donc on mettra les exemples, toutes ces petites vidéos dans les notes de l'émission. Et justement, les notes de l'émission, puisque cette émission s'achève, je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment nous rejoindre et nous faire vos commentaires sur cette émission, s'il y a des choses qui vous ont plu, pas plu, si on a dit des bêtises, si on n'a pas dit de bêtises, et si vous êtes très très content de notre émission, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sur les réseaux sociaux, donc les Facebook, Twitter, Instagram. On a la chaîne YouTube qui continue. On est sur Deezer, iTunes. Mettez-nous des étoiles sur iTunes et pour remonter dans les classements et pour augmenter notre visibilité également. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer, si vous le voulez, un petit mail à notre adresse mail contact@multifocus.fr. Mais tout ça est sur notre site multifocus.fr, vous vous en doutez. Voilà, et puis aussi, je vous rappelle que nous faisons partie du regroupement de podcasts qui s'appelle Podcastéo, qui est en train de bouger. Et on a eu une assemblée générale pas plus tard qu'hier, et il y a des choses qui se profilent et qui se profilent bien. Voilà. Donc je vous encourage à aller voir aussi les collègues de Podcastéo. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et n'hésitez pas donc à partager si vous aimez l'émission, et à nous le dire aussi, ça nous fait toujours plaisir. On vous fait de grosses bises et on vous dit à la prochaine fois. À bientôt, mon petit chapeau. À très bientôt.